Bonjour, bienvenue à ce talk. Alors attention, oh c'est moi ça. Ce talk qui s'appelle Comprendre Kubernetes de manière visuelle. Alors oui, c'est un talk, c'est un titre en anglais, mais vous allez comprendre pourquoi j'ai mis ce titre en anglais alors que je parle en français. Alors je m'appelle Aurélie Vache, je suis développeur advocate chez OVH Cloud, spécialisé dans tout ce qui est cloud natif, Kubernetes, les conteneurs, Docker, l'infrastructure à code et ce qu'on appelle la développeur expérience. Je suis dans la tech depuis 20 ans en tant que développeuse et j'ai fait de l'Ops également. Et j'aime essayer d'expliquer des technologies complexes avec des mots simples et des illustrations. Et pour la petite histoire, j'ai fait du PHP il y a très longtemps, quand j'étais au lycée, et je me suis rappelé en fait, je me suis rappelé que j'avais fait un site web au baccalauréat et j'ai eu 20 sur 20 en fait, grâce à PHP. Donc je remercie le PHP et je suis très contente du coup d'être ici. Merci PHP pour mon 20, tu vois. Et pour info, le site, alors oui, le site est moche, mais le site a 25 ans et il est toujours en ligne. Et avec une faute, c'est génial. Un bégaiement, c'est trop bien. Mais il est en PHP 3 et je l'avais mis à jour en 4. Donc voilà, Malou, c'était ma petite introduction sur Aurélie, elle est là, mais elle a fait un petit peu de PHP il y a fort longtemps. Donc aujourd'hui, je vais vous parler pas de PHP, désolé, mais de Kubernetes. Kubernetes est devenu le standard de facto dans le monde de l'orchestration de conteneurs. On entend parler tous les jours. Mais comprendre Kubernetes peut être difficile et cela peut prendre beaucoup de temps. Et il n'est pas facile de savoir par où et comment commencer. Alors peut-être qu'une nouvelle façon d'apprendre et de comprendre Kubernetes peut nous aider. Et si je vous disais qu'il y a 5 ans déjà, j'ai inventé une nouvelle façon d'expliquer Kubernetes de manière visuelle par accident. Je vais vous raconter une petite histoire. En 2020, lors du premier confinement, je me suis allongée dans mon lit, j'ai pris ma vieille tablette et je me suis demandé comment je m'imaginais un pod, un des concepts de Kubernetes. Je me suis mise à gribouiller des Pokéballs. Pour moi, un pod, c'est comme une Pokéball, et à l'intérieur, on peut y mettre un ou plusieurs conteneurs. Et en fait, j'ai commencé à gribouiller et écrire ce que vous voyez là. Alors j'avoue, ce n'était pas très très beau, mais la petite graine était semée, c'était le début d'une grande aventure. Puis je l'ai sculpté. Alors j'ai dit quoi? Hop, il serait peut-être temps que je concrétise une idée que j'ai, donner quelques tips, informations sur Kubernetes, manuscrites en dessin. Utile, pas utile, déjà vu, laisse tomber. Alors, comme on peut voir, j'ai pas du tout confiance en fait en moi, en ce que je fais, mais j'ai eu des bons retours, me disant qu'on comprenait et qu'il fallait que je continue. Donc, j'ai continué. En fait, j'utilise Kubernetes depuis des années. J'ai travaillé chez Continental et pendant plusieurs années, en fait, je développais et déployais des microservices pour les véhicules autonomes et connectés. Et du coup, je suis tombée très rapidement sur Kubernetes, la technologie. Et en fait, j'ai découvert un nouveau monde avec plein de concepts que je ne connaissais pas. Et ça m'a très vite plu. Ça n'était pas facile car Kubernetes n'était pas aussi mature qu'aujourd'hui. Donc c'était très compliqué, mais c'était très intéressant. Et donc, j'ai sketchnoté Kubernetes tous les jours, tous les soirs, tous les week-ends, pendant des mois et des mois. Et en fait, j'avais l'impression que j'avais plein de choses dans ma tête et qu'il fallait que je les sorte en sketchnotant. Et quelques mois plus tard, j'ai créé la première version d'un e-book de sketchnotes sur Kubernetes. Et après quelques temps, j'ai eu envie de faire mieux, donc j'ai changé de tablette. Et après avoir complètement réécrit, redessiné et faire 150 pages de plus, et après avoir complètement réécrit et dessiné encore et encore et encore afin de l'adapter à des marges d'un livre, j'ai finalement sorti un livre papier avec des sketchnotes
sur Kubernetes. Donc ça y est, c'était réel. Ça y est, c'était un vrai livre. Parce qu'un PDF, pour moi, ce n'était pas encore un vrai livre. Donc ça y est, c'était du concret. En fait, le livre, il comprend les concepts de Kubernetes. Vous allez voir après les pods, les nodes, il y a des volumes, il y a les outils, et même les changelogs depuis Kubernetes 1.18. Donc ça remonte un petit peu. Et en fait, je suis allé même encore plus loin en réalisant des vidéos courtes sur YouTube. Avec chaque vidéo, ça fait 2-3 minutes, et je l'explique un concept avec un mélange de sketchnotes et de vidéos. Et je continue de créer de nouvelles sketchnotes tous les semaines, mois, cela dépend des nouvelles releases sorties de Kubernetes. Et je continue de mettre à jour le livre en PDF et en format papier quand Amazon ne met pas de bâton en fait dans les roues. C'est pas simple tous les jours de faire un livre qui n'est pas du texte. Mais j'espère en tout cas que tout ce travail, cela peut aider en fait des gens. Mais pourquoi expliquer différemment est-il important? On est actuellement environ 8 milliards d'individus sur Terre. On est tous différents. On est tous différents, on n'a pas la même logique, on n'a pas la même façon de réfléchir. Et il y aurait environ 15% de personnes neuroatypiques diagnostiquées dans le monde, mais la majorité ne le sont pas. Donc, il y en a encore plus. Et la majorité des livres sont faits de la même manière. Ils se ressemblent tous. Alors ça, ce n'est pas une image que j'aurais demandé à une IA de me la générer, c'est une vraie photo. Et là, on voit vraiment que les livres sont faits de la même manière. C'est du texte, c'est des romans, mais adaptés à du technique. Et donc, on a besoin de différentes manières pour apprendre les choses très complexes. Et si maintenant je vous expliquais, ça y est, Kubernetes et ses concepts de manière visuelle. Ouais, ça vous dit? Ouais. Et ils sont réveillés, hein, ils ont pris du café. Merci. Donc, commençons par le commencement. Kubernetes, c'est quoi? Kubernetes, c'est un orchestrateur de conteneurs open source. Bon, j'avoue, ça ne nous avance pas du tout, en fait. OK. Imaginez Kubernetes comme un chef d'orchestre. De manière déclarative, on va demander à Kubernetes ce que l'on veut, et Kubernetes, notre orchestrateur, doit tout faire pour que cette demande et cet état soient tout le temps respectés. Il va gérer de son côté les ressources, les machines, la communication entre les conteneurs de l'extérieur vers l'intérieur. Pour cela, on va écrire des manifestes YAML, ce sont les partitions que notre chef d'orchestre doit suivre au quotidien. Kubernetes, ça repose sur plusieurs composants. Dans le control plane, on peut trouver plusieurs composants internes, tels que le TCD, c'est la base de données distribuée, le scheduler, le controller manager et l'API serveur d'un cluster Kubernetes qui expose l'API d'un cluster. Et on a, en fait, oui, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on utilise un cluster Kubernetes managé, c'est le cloud provider qui va l'utiliser, qui va le gérer, le manager, le mettre à jour. Ça peut être à nous de le faire. Et franchement, c'est cool. Ça nous permet de nous focaliser sur le code, le déploiement de nos applications, et on ne pas avoir à faire des backups, etc. C'est quand même très pratique. Et le data plane, quant à lui, il va être composé de composants tels que kubelet et kubeproxy qui vont tourner sur chaque node. On en parlera après des pods, des nodes et compagnie. Et du coup, on va pouvoir interagir avec les composants internes. On va pouvoir interagir avec l'API serveur de Kubernetes grâce à kubectl. C'est un outil en ligne de commande. Petit disclaimer, j'ai prononcé kubectl, mais chaque personne dans ce monde a sa propre façon de le prononcer. J'ai entendu du kubectl, kubecontrol, kubectl, etc. On s'en fout en fait. Le plus important, ce n'est pas de trouver la bonne prononciation d'une CLI, d'un outil ou d'une commande, mais c'est de l'utiliser. Alors, on va commencer par un des concepts les plus importants, les pods. C'est quoi un pod? Nos applications, nos workloads, vont tourner dans des conteneurs
qui eux-mêmes vont tourner dans des pods. Un pod, c'est la plus petite unité déployable dans un cluster. Un pod peut contenir un ou plusieurs conteneurs, et un pod a une adresse IP qui est unique. On va maintenant voir, à chaque fois qu'il y aura un concept, je vais donner quelques commandes pratiques et concrètes pour manipuler les petits pods. Une petite information. Les ressources ont un nom et ont des alias. Donc, avec la commande kubectl, on va pouvoir utiliser le nom de la ressource, sa forme au pluriel et son nom court, le short name. Donc, du coup, pod, pods et po, vous allez voir, ça signifie la même chose. C'est juste qu'on va gagner du temps quand on tape les lignes de commande encore et encore et encore. Donc, pour afficher la liste des pods, on va taper kubectl get pods, et après on va le voir, je veux que les pods ils sont dans un namespace, donc -n namespace. On peut également afficher une information spécifique, par exemple l'image d'un pod. Donc on va faire kubectl get po avec le nom de notre pod, et avec JSON-Pass, on va pouvoir lui dire tu m'affiches l'image de tous les conteneurs de mon pod. Ça peut être utile en fait à récupérer. On va pouvoir créer un pod. On les liste, mais c'est mieux de les créer avant. Donc on peut le faire avec kubectl run. IT, c'est pour le mode interactif. On spécifie le chemin de notre image du conteneur, image de cœur, parce qu'une application, ça part d'une image, et on donne quelques paramètres. Et on peut modifier en direct dans le cluster avec kubectl edit. Alors cette commande, elle est cool, mais je la conseillerais plus en fait pour du dev, du test, du debugging. En production, il faut éviter de modifier directement un pod. C'est un peu moins bien. Et on peut supprimer le pod. C'est bon, le pod, il a travaillé. L'application, c'est bon, on peut la supprimer. Ctrl delete pod. Et on peut demander à Kubernetes de dire tu vas me supprimer maintenant ce pod. Donc avec les paramètres force et grace period, Kube, il va devoir supprimer maintenant sans attendre. Voilà. Donc ça, c'est pratique aussi. OK. Maintenant, expliquons les nodes, un autre concept important. Un node, c'est une machine physique et virtuelle. C'est tout, en fait. Donc, nos applications vont tourner dans des pods qui eux-mêmes vont tourner dans des nodes. Et chaque node contient les services nécessaires à l'exécution des pods, tels qu'on l'a vu, le container runtime et kubelet. Voilà. Donc un node, ce n'est pas compliqué, c'est juste une machine. Une application, elle tourne sur machine. Maintenant, les déploiements. Les déploiements sont responsables des pods qu'ils gèrent. S'il arrive qu'un pod ne soit plus en bonne santé, ce dernier créera un nouveau pod et terminera l'ancien. Bye bye. Un déploiement, ça crée un réplica set qui va créer un ou plusieurs pods selon le nombre de réplicas que l'on va vouloir. Allez, on va voir quelques commandes spécifiques vraiment au déploiement. Pour créer un déploiement qui va créer un pod avec l'image Nginx, par exemple, kubectl create deploy, le nom du déploiement, et on spécifie l'image et le namespace. Mais on peut le faire aussi de manière déclarative avec du YAML. Ça y est, j'aborde la partie du manifeste YAML. On peut le faire avec les commandes, mais souvent, on le fait plutôt avec du YAML. Donc là, dans ce YAML, on fait quoi? On veut créer un déploiement qui s'appelle Nginx Deployment. Il va nous créer 3 réplicas, donc 3 pods dans lesquels tourneront notre application, à partir de l'image Nginx. Et il va y avoir un conteneur dedans. C'est tout. Donc, ce qu'on peut faire aussi c'est au lieu de... Alors, imaginons que j'étais en une version vieille de Nginx, je veux la mettre à jour. Au lieu de me retaper le manifeste YAML, de l'appliquer, je peux faire en une ligne. Vu que c'est que ça que je modifie, avec cette commande qui n'est pas si connue, en fait, je vais pouvoir mettre à jour la version de mon application. Ça peut être pratique en dev aussi, ça. Donc, on a créé un déploiement qui crée 3 pods. Mais,
Je sais très bien que je vais avoir un trafic qui va augmenter, donc je vais scaler mon application. Je peux le faire avec control scale. Ça, j'avoue, c'est ma commande chouchou, en fait. Quand j'ai découvert Cube, j'ai fait du scale à gogo. Bon, après, j'ai eu quelques problèmes parce que si les machines sont trop petites, ça ne scale pas. Faire attention. Mais franchement, c'est pratique. Allez, maintenant, les services. Encore un concept. Nos applications, on l'a vu, ça tourne dans des pods. Mais les pods sont éphémères et sont mortels. Par défaut, un pod, ça doit mourir, en fait. Donc, les services vont permettre d'accéder à nos applications via une adresse IP. On va pouvoir donc assigner à un groupe de pods un nom DNS unique. Donc, ainsi, on va pouvoir accéder à notre application MyAwesomeApp avec une adresse, donc myawesomeapp, le nom du namespace, .svc.cluster.local. Et si on fait ça, ça va router, ça va transférer le trafic vers le service et ça va rediriger vers notre application qui tourne sur un des pods, le 1, 2, 3, le 4, 5, 6 ou le 7, 8, 9. Et le groupe de pods ciblé par un service il est déterminé par un sélecteur, ce que j'ai mis à droite. Ça permet de retrouver ces petits, en fait. Il existe plusieurs types de services. Le premier, c'est le cluster IP. C'est le service qui est par défaut. On va permettre d'exposer un service à travers une adresse IP qui est interne au cluster. Donc attention, ce type de service, il sera uniquement accessible dans le cluster. On ne va pas pouvoir du coup accéder à notre application en dehors si on met ce service-là. Mais ça peut être pratique, par exemple, si on a une application qui est du back-end ou de la DB, on n'a pas besoin qu'elle soit accessible depuis l'extérieur. Donc ça va être pratique pour ça. Et le node port, quant à lui, le type, il sera accessible en dehors du cluster, mais avec l'IP du node, de la machine. Et le service load balancer, lui, il est vraiment très cool et très utilisé. Il va assigner une adresse IP fixe, il va créer un load balancer externe au cluster. Donc, par contre, attention, ce type de service, ça va fonctionner uniquement si vous êtes chez un cloud provider. Parce que le cloud provider, c'est lui qui va déployer un service load balancer propre à lui, chez Amazon, chez Google, etc. Donc, par exemple, je vous ai mis un petit exemple pour essayer de mieux comprendre. On a notre application qui tourne dans un pod qui est exposé par un service de type load balancer, et du coup, automatiquement, Kubernetes va communiquer avec le cloud provider. Et là, par exemple, il va me créer un load balancer externe chez OVH. Il va me créer une adresse IP également. Donc, du coup, je vais pouvoir faire mon curl de mon application. Je fais mon curl de l'IP et ça va me transférer vers mon application. Et on a un dernier service qui est un peu moins aussi connu, mais il permet de fournir un alias interne au cluster, mais qui redirige vers une adresse externe. Par exemple, là, j'ai fait un exemple. J'ai créé un petit service external name, et si je fais un curl sur my service, my namespace, etc., ça va me rediriger le trafic vers le site de la FIP, en fait. Donc c'est pratique aussi. Allez, on va jeter un œil aux petites commandes des services. Donc, pour afficher les informations d'un service, incluant le fameux external IP, qu'on va avoir besoin beaucoup, on tape la petite commande que j'ai mise, et ça va nous afficher quelques infos, le nom du service, son type, là c'est le balancer, le cluster IP, donc adresse interne, l'adresse externe qui va permettre d'accéder à notre application, et les ports, etc. On peut également créer un service. Du coup, comment on fait? On crée un service qui expose un déploiement avec du contrôle expose deployment, et on peut lui dire le type, le nom, ainsi que le port. Et on va pouvoir aussi, en une ligne, créer un pod. Donc là, ça n'expose pas un deployment, mais juste un petit pod. On peut le faire en une ligne, en fait. On va créer le pod, et avec le paramètre expose, Kubernetes, il va recevoir cette ligne de code, cette commande, il va créer le pod avec votre application, il va créer le service également pour accéder à l'application. Ça évite de faire 30 000 choses en une ligne, ça fonctionne bien en fait. Alors bon, c'est cool, on l'a vu, on a créé un pod, on a créé un service, c'est facile, donc moi je le modifie. Aurélie, elle me dit ctrl get, ctrl delete, là, ctrl edit. Oui et non. Donc ça permet de modifier, mais il y a certaines ressources qui ont des champs immuables.
on ne peut pas y toucher. Donc, par exemple, si on a créé un service interne au cluster, donc de type cluster IP, si on veut le modifier, maintenant je veux que ce soit un load balancer, on ne peut pas le faire. Il va falloir supprimer le service existant et en recréer un avec le nouveau type, en fait. Donc c'est un petit truc à savoir, parce que la première fois, je me suis fait avoir. En fait. Ah, ça ne marche pas. OK, on va passer au namespace. Donc le namespace, c'est une forme d'isolation. Ça va permettre d'isoler vos applications par projet, par équipe ou par famille de composants. C'est de l'isolation, en fait. Et par contre, il y a un truc à savoir, les noms des ressources doivent être uniques dans un namespace, mais pas dans plusieurs namespaces. Donc là, j'ai mis un exemple. J'ai un service qui s'appelle MySVC. Avec le même nom du service, je peux l'avoir dans plusieurs namespaces, mais je ne peux pas nommer deux ressources du même nom dans un même namespace. Et un petit truc à savoir, si on supprime un namespace, toutes les ressources qui sont à l'intérieur vont être supprimées aussi. C'est un comportement normal, mais c'est important de le savoir. Sinon, on ne comprend pas que toutes les ressources, elles ne sont plus là, en fait. Et toutes les ressources dans Kubernetes ne sont pas dans un namespace. Par exemple, un node. Un node, c'est global. Et par exemple, un volume qui va être un PV, un volume persistant. C'est ce qu'on appelle une ressource cluster-wide. Allez, quelques commandes. Donc pour afficher tous les pods qui sont dans tous les namespaces, donc dans tout notre cluster, on va taper la commande kubectl getpods -all mon namespace. Alors, je vous avoue que quand on tape la commande des dizaines de fois tous les jours, on trouve vite un raccourci. Et j'avais trouvé avec -A, ça fait la même chose et c'est plus rapide à taper tous les jours. Et un autre aussi tips, comme je l'ai dit, là je le répète exprès, quand on supprime un namespace, avec kubectl delete, ça supprime toutes les ressources dedans. Donc c'est vite. Du coup, quand vous supprimez un namespace, vous allez voir, ça met du temps. Parce qu'il supprime tous les objets, et des fois, il veut supprimer un pod avant un volume, et du coup, c'est pour ça que ça met du temps. Parce qu'il est en train de faire ses petits, et il prend beaucoup de temps. Allez, maintenant, on va passer au job. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Encore un truc. Donc, un job, c'est un processus qui va mettre un certain temps pour s'exécuter. Donc, on peut par exemple faire des jobs pour du batch, pour du backup, pour de la migration des bases de données et du nettoyage. En fait. Ça peut être pratique de faire un job pour ça. Et en fait, un job, ça fait quoi? Ça crée un ou plusieurs pods. Et c'est des pods qui doivent, on va lui dire, je veux que ce nombre de pods doit se terminer avec succès. Et un job peut être exécuté une fois, il peut être séquentiel, ou bien on peut lancer plusieurs pods au parallèle pour gagner du temps. Allez, les commandes. Donc, pour créer un job à partir d'une image, kubectl create job, le nom, son image et le namespace. OK. Et on peut le faire aussi du coup, avec du YAML, avec la partition YAML. Donc, on veut un job, il s'appelle myJob. On va en bas, il va créer l'application BuzzyBox, va tourner dans un conteneur, et on peut lui donner quelques paramètres de configuration, comme par exemple le nombre de pods qui peuvent être lancés en parallèle, etc. On peut vraiment faire de la configuration qui va plus loin que juste avec la ligne de commande. YAML, c'est pour ça aussi. Et on peut supprimer le job. Comme d'hab, c'est bon, kubectl delete job, on est habitué maintenant. Ça va supprimer aussi, par contre, tous les pods. Donc si vous voulez supprimer que le job et pas tous les pods parce que vous voulez voir les logs après, etc., faudra mettre le paramètre cascade, en fait. Allez, les cron jobs. C'est quoi ce truc encore? Un cron job, ça permet de lancer des tâches planifiées périodiquement. Donc c'est un job, mais qu'on va pouvoir exécuter, par exemple, toutes les 5 minutes, etc. Donc un cron job, côté Kubernetes, ça lance un job. Ça va lancer un ou n job, n pod. Un cron job, c'est utile pour les backups, pour les tâches de nettoyage, et pour des tâches périodiques, justement, comme par exemple l'envoi de mail. Il est basé sur le format cron.
Allez, quelques commandes. Donc, par exemple, on peut créer un cron job à partir d'une image. Donc, les petites commandes, voilà, comme d'habitude, contrôle create, le nom, on lui donne l'image, et ce qui est important pour le cron job, on lui spécifie le schedule, en fait. Donc là, je vais vouloir que mon cron job va s'exécuter toutes les 5 minutes. Et on peut le faire aussi de manière déclarative. Donc j'ai créé mon cron job, il s'appelle mySetG, il va tourner toutes les 5 minutes. Et je lui dis, c'est mon application BuzzyBox, elle va tourner dans un conteneur, et je vais exécuter une petite commande, date, et joyeux anniversaire PHP. Bon, je ne sais pas chanter, mais j'ai tenté quand même. On peut créer également un job à partir d'un cron job. Ça c'est une des commandes que j'ai beaucoup utilisées dans mon ancienne entreprise, parce qu'on lançait pas mal de jobs, de cron jobs, etc. Et en fait, ça c'est la commande qui va permettre de lancer un job à partir de cron job. Et comme ça nous évite d'attendre. Alors, mon cron job doit s'exécuter tous les premiers lundis des années bissextiles, en fait. Donc, comme ça, on va lancer notre application et on va pouvoir voir si ça marche ou pas. C'est mieux d'attendre, sinon d'attendre indéfiniment. Et on peut également changer uniquement la périodicité. Donc, soit on crée un job, soit on va dire, je le teste, donc je vais changer temporairement son schedule, et il va être lancé toutes les 5 minutes, maintenant, dans 1 heure, etc. Donc ça va être une autre manière de pouvoir faire du debug sur un cron job. Allez, les config maps, c'est quoi ce truc encore? Donc, en fait, les config maps, ça va permettre de répondre à un des 12 facteurs des microservices. Ne codez pas en dur les données de configuration dans une application. À la place, on va mettre la configuration dans des config maps. Donc cela permet de séparer la configuration d'un côté et les pods avec vos applications de l'autre. Donc du coup, ça permet de déployer une application sur plusieurs environnements. Staging, dev, QA, production, etc. Les deux sont différents, la configuration et l'application. Donc du coup, on va pouvoir créer une config map via 3 manières. À partir d'une paire de clés-valeurs, depuis un fichier ou depuis un fichier temp. On va le voir. Donc, allez, on va créer notre petite config map. La commande create comme d'habitude, et le paramètre important, ça va être from littéral. Donc là, from, un customer ID, par exemple, et avec la valeur 1, 2, 3, 4. Et là, j'en ai mis Q1, mais je peux mettre plusieurs paires de clés-valeurs. Parce que sinon, je ne pense pas qu'en prod, on en met qu'une. Mais voilà. Et du coup, on peut en créer aussi à partir d'un fichier. La même ligne, mais juste, la modification, c'est le from file. Et on va mettre le chemin entier vers, du coup, le fichier texte. Et pareil, mais pour un fichier env. C'est selon ce qu'on veut. Et du coup, le config map est créé. On va pouvoir créer un pod avec une config map qui est montée dans un volume. Donc, un pod qui s'appelle mypod1, et à la fin, on va regarder, on crée un volume qui fait le lien avec la config map, et après, du coup, on monte ce volume. Donc, votre application va pouvoir utiliser les données de configuration via ce genre de manifeste. Et on a parlé de données non sensibles, mais du coup, il faut parler de données sensibles aussi. On va les stocker dans les secrets. Donc, les secrets, permettent de sauvegarder les données sensibles, comme les mots de passe, les tokens, les credentials, les certificats, etc. Et les secrets sont encodés en base 64. Donc attention, les secrets dans Kubernetes, ils ne sont pas secrets. Ce n'est pas chiffré. Il faut faire attention à ça. Donc ils sont encodés, ils vont être automatiquement décodés lorsqu'ils seront lus et attachés par un pod. Comme les config maps, on peut les créer via les 3 manières, les mêmes. Et il existe par contre plusieurs types de secrets. Le secret générique, c'est pour les secrets qui vont être créés à partir d'un fichier et d'une ou plusieurs paires de clés-valeurs. Donc le secret de Docker registry, comme son nom l'indique, il permettra au pod de s'authentifier au registre d'images
privé. Et TLS, ça va être pour y stocker dedans les certificats pour du TLS et du mutual TLS. Par contre, attention, un pod qui est dans le namespace A, il ne va pas pouvoir lire un secret ou une config map qui est dans un namespace qui est différent. Il faut que les ressources soient dans le même namespace, sinon elles ne se voient pas. Allez, pour la dernière fois, j'arrête de vous saouler avec les commandes après. Pour la dernière fois, on va avoir des petites commandes. Donc, alors là, c'est très marrant. Si on veut afficher le contenu d'un secret, alors je vais devoir afficher donc get mon secret dans le namespace. Je vais devoir faire, je veux que la sortie, le format soit en JSON. Je vais devoir récupérer uniquement le mot de passe et l'encoder en base64. Alors, cette première commande, j'ai tapé des centaines de fois. Et franchement, à la longue, on ne sait pas trop, c'est super long, etc. Et à la place, il y a ce qu'on appelle des plugins pour kubectl. C'est utile à connaître. Et ce plugin du secret, j'avoue, il m'a changé un peu la vie. J'en connais beaucoup d'autres également. Et en une ligne, on va pouvoir faire la même chose, mais plus rapidement, simplement. C'est bien à savoir. Et on peut créer un secret de type générique, comme ce qu'on a vu avec le config map. Et là, j'ai mis un exemple. Je vais lui passer mon username Scrally, c'est moi, et j'ai mis mon super mot de passe très sécurisé, password égale admin. Donc ça, on peut le faire dans Kubernetes, il faut le savoir. Et là, du coup, c'est la dernière fois. C'est la dernière fois que je vais vous montrer du YAML. Donc là, ce qu'on peut faire, comme on a vu avec config map, on va créer un pod et qui va pouvoir accéder à un secret qui va être monté dans un volume. C'est ce qu'on a vu, mais là, c'est avec une autre manière, avec un secret. Voilà. Allez, il y a plein d'autres concepts, il y en a plein d'autres de Kubernetes, mais comme mon temps est quasi écoulé, donc je voulais vous montrer un petit truc aussi. Ce qui est cool, c'est que tout ce qu'on a vu, on peut le faire. Je vous ai parlé avec des solutions. Là, on peut faire chez OVH. Par exemple, on a un service de Kubernetes managé, donc qui va être géré par le provider. Et du coup, vous n'allez pas à vous occuper de l'installation, mettre à jour Kubernetes, avec les patchs des CVE, il y en a pas mal. Vous n'avez pas à faire le backup de la base de données etcd. Si elle tombe, le cluster il tombe. Donc il y a plein de choses que c'est le provider qui va faire, et vous avez juste à vous occuper de coder et déployer des applications. Ça peut être sympa à faire. On a également un petit service, un registry d'images. Donc vous allez packager vos images et pouvoir les pusher, les stocker, au lieu de le faire dans Docker Hub, avec les petits soucis de rate limit qu'il y a. Là, vous allez avoir vos propres registries à vous, privés. Ça peut être sympa sur les équipes, etc. Et on a également un service qui a 1 an maintenant. On va pouvoir gérer tous vos clusters Kubernetes, donc avec le Rancher Manager, que ce soit des clusters privés, que ce soit clusters créés avec Amazon, Google, Microsoft, etc. Donc ça peut être pratique aussi. Et comme j'aime la CLI, l'infrastructure as code, je voulais vous montrer aussi que vous allez pouvoir déployer votre cluster. Il y a du Terraform, du Pulumi, ou bien l'outil en ligne de commande. Et du coup, avec Pulumi, vous allez pouvoir coder en JavaScript, en TypeScript, en Python. Alors désolé, Pulumi n'est pas compatible encore avec le PHP. Je vais leur faire une issue. Je vais leur demander une feature request. Mais par contre, vous pouvez le faire avec JavaScript. Ça peut être sympa au lieu de faire avec du Terraform. Alors, pour conclure, il existe bien d'autres concepts, comme j'ai dit, de Kubernetes, mais je voulais vous montrer en fait qu'en écoutant ma créativité et mon imagination, pendant une période de ma vie qui n'était pas très simple, le confinement, à la maison, c'était le bordel, du coup, j'ai pu quand même créer une nouvelle façon d'expliquer Kubernetes, Docker et des technologies avec des mots simples et des illustrations. Et je voulais montrer que c'était réalisable, que tout le monde peut le faire en fait. Et j'ai réalisé que ma façon d'expliquer est très différente. Elle pouvait aider d'autres personnes d'âge,
Alors ça, c'est des vraies photos qu'on m'a envoyées. Donc des personnes très différentes, d'âge, de culture, de continents très différents en fait. Et moi, personnellement, je trouve ça génial d'aider les autres. Si une personne, ça l'aide, c'est ce que je fais, ça fonctionne. Donc c'est génial. Et mon objectif avec ce talk était de vous familiariser avec Kubernetes. Comme on l'a vu, c'est pas simple. Avec des illustrations, j'espère que ça a dégrossi ce côté black-noir qu'on ne comprend pas. Et du coup, je voulais en fait vous encourager à faire appel à votre imagination à vous, à votre créativité. Et même si vous pensez que ce que vous faites, ça n'a pas d'intérêt, que les autres ils font mieux, non, vous allez pouvoir toujours aider en fait. Vous allez pouvoir aider quelqu'un, que votre manière à vous, elle va pouvoir parler à une personne, à 10 personnes, à 100 personnes. Donc, osez en fait. Si moi j'ose parler devant des gens, si j'ose faire des Pokéballs pour expliquer Kubernetes, vous pouvez faire aussi votre manière à vous. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, j'ai créé les petits bouquins sur Kubernetes et Docker, et ils sont dispo sur Amazon. Ça vous dit. Vraiment, là, je vous ai montré un aperçu, mais il y a tous les autres concepts, etc. Et vu qu'il y en a qui n'aiment pas trop les livres papier, alors que moi, si, j'aime bien. Ah, attends, je reviens. C'est bon. Hop. Il y a aussi la version numérique, en PDF. Et je mets à jour le PDF régulièrement avec les mises à jour gratuites. Donc il y en a qui l'ont acheté au début à 0 € et qui ont les mises à jour depuis 5 ans, en fait. C'est cool pour eux, un peu moins pour moi. Mais je suis content d'aider les autres, en fait. Donc, voilà. Ça prend des photos, donc hop, hop, hop. Merci. Les feedbacks, c'est très important. Donc en fait, je vous ai remis le QR code. Ça, c'était la vie au lieu de savoir où c'est. Donc feedback, c'est très important. N'hésitez pas à faire des feedbacks constructifs si possible. Je veux des cœurs. J'en ai besoin, je crois. Feedback constructif et feedback positif si possible. Et en fait, à chaque fois quand je fais une presse, je le mets à la fin et je dis quelque chose. Donnez des feedbacks à tous les speakers. Parce que je sais que vous enchaînez d'une conférence, d'une présentation à une autre, mais les speakers en ont besoin. N'hésitez pas à faire des choses très constructives. Si vous pensez qu'il y a quelque chose qui pourrait être amélioré, mais dites-le, mais donnez des arguments en fait. Et des fois, c'est nul. Tu es en PLS, tu pleures dans ton coin, mais tu ne sais pas ce que tu as amélioré. Donc donnez-en à tous les speakers de tout le forum PHP, même ceux que vous avez vus hier. Je vous remercie pour eux en fait. Merci beaucoup. Il y a des questions ouais. On va avoir le temps juste pour une seule question, malheureusement, mais vous pouvez toujours aller voir Aurélie si vous en avez d'autres. Ah, là-bas, là. Merci beaucoup pour la présentation. On n'a pas parlé des mauvaises pratiques. Et je voulais savoir s'il y avait... 40 minutes, c'est court. Il me faut une fois 2 jours, je crois. Oui. Déjà, je voulais savoir si le livre couvre des mauvaises pratiques et des sécurités à faire attention. Et je voulais savoir aussi si vous aviez un tips en termes de... Le truc que vous voyez le plus souvent qui peut défoncer une archicube en moins de 2, quoi. Alors, c'est difficile de répondre avec un type, parce que le cube, on l'a vu, voilà. J'ai vu beaucoup de choses, j'ai fait beaucoup de choses, j'ai vu beaucoup de choses, et maintenant, en travaillant chez OVH, je vois plein de clients, c'est super, je vois plein de trucs. Un tips, là, tu mets une colle, mais en fait, ce qui est important, c'est qu'on l'a vu, on peut mettre, on peut créer des clusters, mais le problème, c'est que si on déploie toute une application sur un cluster, ce qui va être important de faire, par exemple, c'est que quand vous accédez avec l'outil en ligne de commande, en fait, en vérité, vous allez donner à l'utilisateur un fichier qui s'appelle le cube config file. Et c'est là où il y a un truc qui va être important, c'est que ne pas donner tous les droits. Si vous faites par namespace aux équipes, à telle équipe, vous allez lui donner le droit de voir, de read, get, edit, delete sur un namespace, par exemple. C'est l'équipe sur tel projet, vous allez lui donner le droit de toucher, de tout péter son projet en fait, et pas de pouvoir tout casser, tout le cluster. Je pense que ça, c'est une pratique de sécurité, ça s'appelle le RBAC,
Donc Kubernetes, j'en parle dans les livres notamment. Il y a plein d'articles dans le monde entier aussi. En fait, c'est le RBAC, c'est faire attention à donner l'accès vraiment en lecture pour certains métiers, l'accès en écriture pour d'autres, etc. Et ceux qui vont avoir l'accès à tout le cluster, c'est plus les Ops, les sysadmins, les SRE, donc d'autres métiers plus opérationnels que peut-être les développeurs sur un projet en fait. S'il y a un type, j'ai pensé à celui-là. Il y en a plein d'autres en fait. Ça te va ou... Ok, merci. Du coup, une question, donc je pense que je suis là de toute façon jusqu'à cet après-midi. N'hésitez pas. Alors, je ne suis pas bien grande, mais on peut me trouver dans les couloirs quand même. Et merci en tout cas d'être venu.